Merci Elisabeth. Alors, bon, il y a une chose qui s'est glissée dans la présentation qui est pas tout à fait exacte, c'est l'Agence européenne de l'environnement. Je pense qu'il y a, oui. Bon, je suis pas lié spécialement avec l'agence. C'est juste pour préciser. Hein. C'est, oui, oui, ça arrive. Oui, oui, non, il y a aucun souci. Euh, non mais. Non, il y a aucun souci. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Hein. C'est aussi l'opportunité. C'est toujours un plaisir pour moi de partager les connaissances. Je remercie c'est pas habituel de venir au cinéma à 9h30 le matin. Donc, merci à tous et toutes qui êtes présents ou présentes. Je voudrais commencer. Alors, je pense que je dois avoir un outil quelque part pour faire passer les. Pardon? Ah, la souris, oui, mais ça ne pointe pas. Non, je suis pas pointé. Excusez-moi. Hein. Donc, je vais vous parler. Alors, pendant que les réglages sont faits, je vais vous parler un petit peu de. D'accord. Et après, pour avancer. D'accord, très bien. Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de vous parler de choses que certains connaissent certainement depuis longtemps. Donc, les résultats principaux sur l'évaluation scientifique du changement climatique, mais aussi faire avec un accent sur les événements extrêmes. Bon, on a de toute évidence un épisode récent qui nous montre la gravité en fait de ce qui se produit avec le changement climatique. Et puis aussi, je voudrais passer un petit peu de temps à expliquer ce que c'est que le GIEC, comment on travaille. Et je pense que c'est important et aussi d'expliquer pourquoi les informations qui viennent du GIEC sont de nature un petit peu différente des informations qui peuvent venir d'études qui arrivent tous les jours, toutes les semaines, et essayer d'expliquer pourquoi c'est un petit peu différent et comment interpréter cette différence. C'est aussi pour ça que vous verrez dans mes planches, j'ai deux couleurs de bannière. Une couleur bleue, c'est la couleur officielle du GIEC, qui montrera des résultats venant du GIEC, et une couleur brune, il n'y a aucune connotation sur les couleurs, mais qui montre des résultats plus récents que ceux qui ont été approuvés lors des derniers cycles du GIEC, donc des résultats d'études qui vont être intégrés dans les prochains rapports. J'expliquerai un petit peu tout ça à la fin, mais je tiens à faire cette distinction parce que les résultats du GIEC sont des résultats qui sont obtenus par consensus, qui sont soutenus par de nombreuses études et non pas une seule étude. Et donc, c'est important de faire cette distinction. La première chose, alors, vous voyez qu'on est sous bannière brune, donc ce sont des résultats plus récents que ceux des derniers rapports. C'est l'évolution des températures globales. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, les dernières estimations qui ont été faites nous mènent à un réchauffement observé sur les 10 dernières années de 1,26 degrés Celsius. Alors, il y a toujours une petite incertitude autour du 1,26, mais dont 1,24 sont dus aux activités humaines. Donc, ça ne fait que répéter ce qui est dit dans les rapports. L'intégralité du réchauffement climatique depuis le début du XXe siècle, l'intégralité, et je dis bien l'intégralité, est due aux activités humaines. Donc, n'est pas due à d'autres phénomènes, c'est pas partiel, la responsabilité humaine, elle est intégrale, 100%. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'on entend parfois des personnes dire
partiellement due au changement climatique. Non. Concernant le réchauffement global, c'est l'intégralité qui est due aux activités humaines. En 2025, on estime le réchauffement dû aux activités humaines à environ 1,37 degrés. Alors, toujours pareil, soumis à une petite barre d'erreur autour, mais voilà, ce sont les dernières estimations qui ont été faites sur la base des observations, mais aussi des simulations climatiques qui sont faites là, en mélangeant les deux avec des méthodes statistiques qui sont décrites dans de nombreuses études. Donc ça, c'est une des dernières, un des derniers résultats qui a été publié, non pas en 2025, mais en 2026. Excusez-moi, il y a une erreur dans la date. Et le 1,5 degré de réchauffement par rapport au siècle dernier, par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle qu'on qualifie entre 1850 et 1900, c'est la norme utilisée par les pays, par les climatologues. Ce réchauffement de 1,5 degré qui figure dans l'accord de Paris devrait être dépassé vers 2030 environ. On ne sait pas si ça sera 2029, 2028, 2031 ou 2032, mais on doit être à peu près autour de 2030. Donc ça, c'est la première chose. Il est aujourd'hui impossible de ne pas le faire dépasser dans les quelques années à venir, vu les émissions de gaz à effet de serre actuelles. La deuxième chose, et là c'est un résultat du dernier rapport du GIEC qui est paru en 2021, c'est que la responsabilité... Alors, à l'époque, on avait travaillé sur le réchauffement climatique jusqu'en 2020, parce que le rapport est sorti en 2021. Donc, en prenant en compte les données jusqu'à 2020, donc c'était ce qu'il y avait effectivement dans ce rapport. Le réchauffement climatique s'élevait à 1,1 degré. Là, on est aujourd'hui à 1,37 degré. Il s'élevait à 1,1 degré. Et il avait pu effectivement être attribué intégralement aux activités humaines. Donc on voit sur la barre à droite 1,1 degré. Puis la décomposition due aux différents autres aux différents forçages. Ce qu'on appelle les forçages, c'est les choses qui sont derrière, ce qui contribue, enfin ce qui cause ce réchauffement. Ces 1,1 degré sont dus en fait les gaz à effet de serre mélangés, le CO2 et d'autres gaz à effet de serre représentent plus que 1,1 degré, c'est 1,5 degré en fait. S'il n'y avait pas de particules dans l'air, s'il n'y avait pas d'aérosol, ce réchauffement serait aujourd'hui de 1,5 degré. Ce sont effectivement les aérosols, ce qu'on appelle les aérosols, les particules, qui... Ah, merci, c'est très gentil, voilà de l'assistance. Donc, alors oui, il faut encore que j'arrive à m'en servir, oui. Voilà, donc c'est cette partie du graphe. Donc, si on n'avait que du CO2 ou les autres gaz à très longue durée de vie mélangés, on aurait un réchauffement climatique de 1,5 degré déjà en 2020. Les aérosols contribuent à légèrement refroidir. Donc les activités humaines, ça fait des gaz à effet de serre, ça fait du CO2 en particulier, mais ça fait aussi des aérosols, donc il y a un effet réchauffement et un léger effet refroidissant. Les contributions naturelles sont négligeables. Elles ont une petite barre d'erreur, bon, mais elles sont négligeables par rapport aux activités humaines, l'influence des activités humaines. Ça, c'est la première chose. Donc, résultat établi, je le rappelle toujours en début de mes présentations. Mais aussi, ce que je rappelle à chaque fois, c'est que cette courbe montre les observations d'une part en noir, ici, des températures globales observées jusqu'en 2020, et puis les différentes projections qui avaient été faites depuis les années 70. Donc ça fait très longtemps que ces projections nous prédisent ce qu'on observe aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise dans ce qu'on observe aujourd'hui, ni dans les conséquences. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça a été prévu depuis très longtemps. On peut même remonter à d'autres scientifiques qui
disait la même chose, même il y a bien plus longtemps que ça. Parmi les conséquences du changement climatique, à l'heure actuelle, on sait mesurer et attribuer aux activités humaines un certain nombre, les changements de température, mais aussi des changements dans les extrêmes. Alors, si on regarde cette figure-là, qui représente les changements dans les extrêmes de température, hein, donc ça, c'est une figure qui date du rapport de 2021. Ces extrêmes, ce que vous voyez, c'est une carte du monde, en fait, hein. Et elle est symboliquement, les régions sont représentées par des hexagones, pardon. Pourquoi? Eh bien parce que il est très difficile de faire approuver en plénière avec tous les pays une carte où il y aurait les frontières des pays. Parce que comment dire, la discussion prendrait bien plus qu'une semaine. On n'a qu'une semaine et chaque pays voudrait sa couleur, etc., etc. Donc là, ce sont en partie pour des raisons diplomatiques ou surtout d'efficacité de l'approbation que les régions du monde apparaissent comme des hexagones. Et l'Europe centrale et de l'Ouest figurent dans cet hexagone-là. On a d'autres régions, la région méditerranéenne en particulier, la région du nord de l'Europe. Et ce qu'on voit pratiquement dans cet ensemble dans cette carte du monde, c'est que dans toutes les régions du monde, ou presque, les vagues de chaleur sont en augmentation, et cette augmentation est attribuable au changement climatique. Voilà. Je vais régler un petit peu le micro aussi pour qu'il soit un peu plus haut. Voilà. Donc pratiquement toutes les régions du monde. Vous noterez qu'il y a quand même quelques régions pour lesquelles on n'a pas cette couleur. Par exemple, le centre et l'est des États-Unis et le sud de l'Amérique du Sud. Le sud de l'Amérique du Sud, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas assez de données au moment du rapport, et le centre et l'est de l'Amérique du Nord, c'est pour d'autres raisons qui sont assez complexes d'ailleurs, mais qui font que le signal dans les extrêmes de température finalement comment dire, il est présent, mais il n'a pas encore véritablement émergé. Du fait principalement des records qui ont eu lieu dans les années 1930 pendant la période du Dust Bowl. Je pourrais répondre aux questions, mais si je devais expliquer ça, il me faudrait plus de 5-10 minutes. Le deuxième point est, donc ça, c'est une étude qu'on a fait dans notre avec les collègues il y a quelques années, donc qui a été publiée en 2024. C'est que lorsqu'on regarde les observations et les extrêmes de température les plus forts, donc ce qu'on appelle des extrêmes avec des périodes de retour de 20-50 ans, l'évolution est très très forte pour les extrêmes dans le monde. Hein. Là, ces courbes-là montrent le nombre de points de grille, en gros, la fraction de la surface terrestre qui subit des extrêmes chaque année, qui sont qualifiables d'extrêmes, par exemple, de période de retour de 50 ans, c'est-à-dire avec 0,02% de chance de se produire chaque année. Donc cette fraction, elle augmente, c'est la courbe rouge, et elle augmente avec une pente exponentielle à l'heure actuelle pour ces extrêmes-là, et avec une période environ de doublement tous les 10 ans. Donc c'est très important parce que ça veut dire que le climat d'il y a 10 ans n'est déjà plus le même que le climat d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut se rendre compte à quelle vitesse vont les choses. Et ça, c'est dans le monde, c'est pas en France, en Europe de l'Ouest. Hein, c'est vraiment sur les terres émergées dans le monde. Donc c'est une vitesse extrêmement importante. On voit apparaître en fait des vagues de chaleur qu'on n'avait jamais connues avant, et on voit apparaître ce sont des véritables monstres climatiques. Hein. Donc ça c'est une étude qu'on avait faite, mais il y a aussi beaucoup d'autres résultats. Oups. Là, j'arrive plus à avancer. Là, je suis bloqué.
là j'aurais besoin d'aide. Ça ne... le pointeur ne fonctionne pas. Le pointeur doit fonctionner. Ben non. Ça c'est éteint. Et la flèche non plus. Mais je peux rester avec la flèche, hein, si c'est... La flèche marche pas, oui. Voilà, là si je clique là, normalement la flèche devrait marcher. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Alors, merci beaucoup. Depuis quelques années, en fait, on voit apparaître des phénomènes qui sont d'une nature un peu différente, qui sont ce qu'on appelle en anglais record shattering events. Bon, ça veut dire en français des événements pour lesquels les records sont battus de loin. Vous savez, quand on a une manifestation sportive, un 100 mètres, bon, on va changer les records d'un centième de seconde ou des choses comme ça. Là, c'est pas des centièmes ni des dixièmes de degrés, c'est plusieurs degrés qui sont battus d'un coup dans un record, dans un événement. Et ce phénomène peut paraître étrange, mais en fait, il s'explique parfaitement de façon statistique, et il y a eu plusieurs papiers sur cette question des records battus de beaucoup. En fait, ces records battus de beaucoup ne peuvent se produire que dans un contexte de changement climatique. Ils sont donc directement attribuables au changement climatique. C'est pour ça que vous entendrez certains ou certaines de nos collègues dire que ces vagues de chaleur qu'on voit ici, par exemple, sur la carte, c'est la carte des différences entre les records précédents et les records qu'on a trouvés au mois de mai. J'ai pas la carte de juin, mais elle va être aussi spectaculaire que celle-là, voire plus. La vague de chaleur de mai, pour les records de mai, les records ont été battus jusqu'à 5 degrés dans les régions de l'ouest de la France et au sud de la Grande-Bretagne. Donc on écrase vraiment les records précédents de très loin. Et ces phénomènes-là ne peuvent s'expliquer qu'avec le changement climatique. Et c'est pour ça que vous entendrez certaines ou certains de nos collègues dire cette vague de chaleur n'aurait pas pu exister sans changement climatique. Donc on n'est plus à l'époque où on va dire les changements de probabilité, etc., etc. Non, cette vague de chaleur ne peut pas se produire sans le changement climatique. Donc ça, c'est important. Les premiers phénomènes qu'on a pu voir ont été les premiers, c'était peut-être pas les premiers, mais qui ont été mis en évidence, c'est lors de la vague de chaleur de la Colombie-Britannique en 2021, où on avait des mesures de la température, des températures les plus chaudes moyennées sur une région assez large, qui oscillait depuis 1950 jusqu'à 2020 entre, disons, 26 degrés et 34 degrés, et soudainement, ce record sur la grande région en question autour de la Colombie-Britannique est passé de 34 degrés à plus de 39 degrés. Donc, on a à faire face à ce genre de phénomène. C'est pas nouveau, ça fait quelques années que les études le disent, et ce sont des phénomènes auxquels il va falloir s'adapter avec les moyens nécessaires. Récemment, nous avons fait avec quelques collègues aussi une étude sur peut-il y avoir 50 degrés à Paris. Ça concernait beaucoup, c'est une étude qui intéressait beaucoup la ville de Paris. On a travaillé d'ailleurs avec les services de la ville de Paris pour cette étude. Ils ont fait un exercice de crise, ils ont simulé un exercice de crise en grandeur nature. Voilà. Et du coup, nous, on a regardé au niveau scientifique, finalement, est-ce que c'était possible, quand et dans quelles conditions on pouvait avoir 50 degrés à Paris. Alors bien sûr, pour avoir 50 degrés à Paris, on est obligé d'utiliser des modèles. On peut pas, il n'y a pas de cas observés dans les observations directes. Donc on est obligé d'utiliser des modèles, et pour cela, on a ce qu'on appelle des ensembles de modèles. On a
une trentaine de modèles qui ont fait des simulations, avec plein de simulations, donc c'est vraiment des centaines de simulations, et on a essayé de voir quelles sont ces simulations qui poussaient les températures jusqu'à 50 degrés, ou pouvaient pousser les températures jusqu'à 50 degrés à Paris. Eh bien, figurez-vous que les conclusions de l'étude sont que on n'en trouve pas dans nos simulations si les températures globales restent inférieures à 2 degrés. Ça peut paraître une coïncidence. Les premières simulations montrant des températures aussi fortes sont des températures avec des réchauffements globaux plutôt de 3 degrés, 2 degrés 5, 3 degrés. Mais c'est une possibilité. Alors évidemment, elle n'est pas certaine, elle est même hypothétique, hein, c'est vraiment la probabilité, en tout cas dans les modèles, reste très faible, mais elle a été simulée par certains modèles, et donc il faut prendre en compte cette éventualité. Et de toute façon, si c'est pas 50 degrés, ça sera 48 ou 47 ou 45, et les problèmes sont relativement similaires. Les problèmes à gérer, donc problèmes sur la santé, les problèmes sur sur les réseaux, l'agriculture, etc., etc. Donc tous les impacts. Voilà, je continue. Donc pour dire que on a encore beaucoup de choses à apprendre, et j'espère très fortement que on va en apprendre avec la nouvelle mouture du rapport du GIEC qui devrait sortir en 2028, particulièrement sur un certain nombre de phénomènes. Je pense qu'on n'en apprendra pas beaucoup plus sur les vagues de chaleur, on sait déjà pratiquement tout. Peut-être un peu plus de détails régionaux, peut-être un peu plus de détails sur ces records battus de beaucoup, je ne sais pas. Ensuite, il y a d'autres événements, les pluies intenses, les sécheresses. Donc sur les pluies intenses, c'est le graphe. Alors là, j'utilise plus l'outil, mais c'est le graphe en haut à droite. Sur les pluies intenses, voilà ce qui était dit en 2021, c'est que finalement, on avait beaucoup de régions pour lesquelles on observait et on pouvait attribuer ces pluies intenses au changement climatique, mais pas partout, hein. Donc principalement des régions d'Europe, d'Asie, et puis quelques autres régions ailleurs. Mais en fait, vous voyez beaucoup d'hexagones grisés qui signifient en fait qu'on manque de données, on manque d'études. Hein. Ça, je pense que ça va changer beaucoup, et on aura beaucoup plus d'informations parce qu'il y a eu un développement suite probablement à cette figure sur les études d'attribution et sur les études des événements extrêmes, particulièrement dans les pays du Sud. Donc ça va être, je pense, un progrès qu'on attend dans le prochain rapport. Sur les sécheresses, finalement, les sécheresses agricoles ou agroécologiques, donc les sécheresses qui sont liées à l'humidité du sol, le manque d'eau dans le sol, avec des impacts sur les écosystèmes, sur l'agriculture. En fait, on voyait dans le dernier rapport assez peu de régions où on avait vraiment une grande confiance à attribuer ce qu'on observe. Il y a des régions pour lesquelles il n'y a pas véritablement de changement, mais il y a aussi des régions importantes, et malheureusement la Méditerranée en fait partie. On sait qu'en Méditerranée, on a une augmentation du nombre de la fréquence des sécheresses, et qu'elle est attribuable au changement climatique. Et il y a l'Ouest américain aussi. Là aussi, on espère qu'il y aura plus d'études qui vont confirmer ces résultats et les étendre à d'autres régions. Et il n'est pas du tout certain qu'on arrive à des... Enfin, on va voir ce qui va sortir du prochain rapport du GIEC. Alors vous avez certainement entendu parler des points de bascule aussi, donc c'est un sujet important. Ces points de bascule, donc en fait, il faut savoir qu'on est dans un domaine qui est encore plus difficile au niveau scientifique, parce que on a très peu de données. On a des données paléoclimatiques qui nous disent que, par exemple, la circulation de l'océan, la circulation profonde de l'océan a subi des changements brutaux dans les climats passés. Aujourd'hui, on a des modèles, par exemple
pour ce qu'on appelle la circulation thermohaline, hein, donc la circulation mondiale de l'océan. On a des modèles qui simulent une diminution de cette circulation assez forte d'ici la fin du 21e siècle. Un effondrement total reste encore une question, mais du fait que on sait aussi que ces modèles ont du mal à simuler certains processus, notamment comme la fonte des glaces du Groenland, et puis la convection, en fait, les mécanismes qui vont entraîner l'eau au fond de l'océan dans l'Atlantique Nord. Donc il y a des processus qui sont mal simulés par les modèles aujourd'hui et qui donc du coup nous donnent pas mal d'incertitudes sur ce type de phénomène. Il y a aussi beaucoup d'autres régions et beaucoup d'autres systèmes qui sont à bascule en quelque sorte, hein. C'est avec on parle par exemple de la forêt amazonienne qui pourrait arriver à un point où, en combinant déforestation et changement climatique, serait un point de non-retour, de transformation vers un régime de savane plutôt que de forêt. Les forêts d'Afrique centrale aussi. Et puis les forêts boréales aussi qui sont en menace aussi de bascule, ainsi que d'autres phénomènes. Je pourrais y revenir si vous avez des questions. Quelques mots sur le cycle du carbone, parce que c'est important. Je vais essayer de pas y passer trop de temps, mais il y a des choses importantes à savoir. Alors pour les spécialistes, vous n'apprendrez rien, mais je pense que c'est important de le dire. Donc la responsabilité du réchauffement climatique vient aux gaz à effet de serre. Quand on regarde le détail des émissions de gaz à effet de serre, donc jusqu'en 2019, on voyait que 2/3 à peu près des émissions sont dues au CO2 d'origine fossile, hein, donc la combustion, gaz, pétrole, charbon. Et puis d'autres sont dus au CO2 lié à la déforestation principalement, donc l'usage des sols. Et puis d'autres émissions, d'autres gaz à effet de serre comme le méthane sont très importantes, le protoxyde d'azote et puis d'autres gaz également. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que après, dans la façon dont ces émissions vont être gérées, il y a des choses qui sont, je dirais, plus urgentes que d'autres, ou enfin plus urgentes peut-être pas, mais en tous les cas qui ont des conséquences différentes. Je vais parler tout d'abord du carbone et du CO2. Donc ça, c'est une figure qui représente schématiquement le cycle du carbone. Donc en fait, ce qui se passe dans le cycle du carbone, c'est que on a de façon naturelle des échanges entre l'océan, les sols, la végétation, l'atmosphère, de façon naturelle si on n'introduit pas de nouvelles molécules de CO2. Ces fluctuations naturelles font échanger les compartiments. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on introduit à peu près une dizaine de gigatonnes de CO2 par an de CO2, de carbone. Alors là, c'est en carbone. Hein. C'est pour ça que voilà, normalement c'est 40 gigatonnes dans les 40 gigatonnes de CO2, mais là c'est en carbone, donc compté en poids carbone dans l'atmosphère. Et cette dizaine de gigatonnes, elle va ensuite se promener dans les différents compartiments, échanger, etc., et faire que finalement, malheureusement, on ne la perd pas, on ne peut pas la reprendre. On peut pas reprendre ces émissions. La nature nous en reprend la moitié, à peu près, mais il reste la moitié dans l'atmosphère. Et cela fait que, finalement, on a des estimations de la persistance de ces nouvelles molécules qu'on introduit, qui est de l'ordre de siècles à millénaires. Donc, il faut bien voir que dès lors qu'une combustion se produit, on introduit des nouvelles molécules dans l'atmosphère qui vont rester en grande partie pour des centaines d'années.
Donc ça nous donne un petit peu l'échelle de la responsabilité historique qu'on a. Donc par exemple, une des estimations qui avait été faite lors du 5e rapport était que entre 15 et 40% du CO2 émis avant 2100 restera dans l'atmosphère de l'ordre de plus de 1000 ans en fait. Donc voilà, c'est un peu les échelles de temps auxquelles on a à faire face, et que le fait que ces molécules de carbone soient réappropriées par la Terre de façon naturelle, ça va prendre aussi donc des centaines à milliers d'années. Donc voilà, ça c'est vraiment les fondamentaux du cycle du carbone, c'est cette persistance, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les émissions de CO2, parce que et les émissions fossiles, parce que les émissions de CO2 sont dues en très grande fraction, 90% environ, par les énergies fossiles, principalement, et elles s'accumulent dans l'atmosphère. On ne peut pas les enlever. Il y a bien des tentatives de méthodes, mais qui sont pas du tout aujourd'hui à l'échelle. Donc voilà. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail ces émissions de CO2, on voit que elles se répartissent selon les différents pays. Excusez-moi. Elles se répartissent selon les différentes parties du monde. La Chine en premier, les États-Unis en second, l'Inde qui rejoint l'Europe récemment en émissions totales. Et lorsqu'on regarde, finalement, celles-là sont les émissions territoriales, mais en pointillé, ça représente les émissions à la consommation, c'est-à-dire l'empreinte carbone, c'est-à-dire que les émissions qu'on a générées en consommant des produits. Alors, elles sont supérieures pour l'Europe, mais les tendances sont à peu près les mêmes. À la baisse en Europe, en hausse en Chine, en baisse aussi aux États-Unis et en hausse en Chine et en Inde. Donc, elles sont dues principalement à la production à la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, un petit peu de la fabrication du ciment aussi. Mais voilà, quand on regarde les émissions par habitant, là, on a une distribution un petit peu différente, avec les États-Unis en premier, et l'Europe et la Chine. La Chine qui vient de dépasser la consommation, les émissions par habitant de l'Europe, l'Inde restant en dessous. Donc voilà, il faut bien voir ça. Et là aussi, les tendances de l'empreinte carbone sont assez similaires aux tendances des émissions territoriales. Voilà, donc le futur, quelques mots. Dans le dernier rapport du GIEC, plusieurs scénarios étaient évoqués, étaient utilisés pour essayer de voir quels étaient les futurs possibles. Et une des conclusions majeures, je dirais, de ce rapport, c'est que le futur du climat dépend des émissions futures. C'est un peu simple à dire, mais c'est important en termes de communication. C'est-à-dire qu'on a encore le choix sur une grande palette de futurs possibles. Donc allant de 1,5 degré environ à environ 5 degrés pour ce qui était des scénarios qui étaient utilisés dans le rapport du GIEC en 2021. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on regarde des données de l'histoire climatique remontant à des dizaines de millions d'années, on a finalement, quand on regarde aussi bien le CO2, aujourd'hui, en termes de CO2, on est, alors là c'est les températures, mais en termes de CO2, on est sans équivalent depuis plusieurs millions d'années.
Et en termes de température, on doit s'approcher de certains des maxima qu'on a pu voir au cours du dernier million d'années. Mais dans les scénarios climatiques, par exemple scénario médian, le SSP 2, 4, 5, on dépasse vraiment ces valeurs qui ont été connues de réchauffement global, qui ont été connues dans le dernier million d'années, et on aura certainement à faire face à des températures qui n'ont pas été connues depuis plusieurs millions d'années. Donc voilà, ça remet un peu en perspective les choses. Bon, je vais passer un petit peu là-dessus, mais sur les impacts, donc on a beaucoup de choses qui bougent dans le système climatique de façon régionale. Il y a des impacts partout, dans tous les secteurs. La santé en est un, la santé humaine, la santé animale aussi d'ailleurs, mais là ces figures montrent, qui sont issues du rapport de synthèse en 2023, montrent juste un extrait que j'aurais montré comme exemple, mais il y en a des dizaines d'autres, parce qu'il est très important, c'est le stress thermique. Lorsqu'il fait chaud et humide en particulier, on a le corps est soumis à des températures potentiellement dangereuses, mortelles, en particulier pour les travailleurs en extérieur ou pour les gens qui sont simplement sans accès à la fraîcheur. Donc, on estime, dans ces figures, que un très grand nombre de jours dans l'année, dans les régions tropicales, vont être soumises à ces températures dangereuses. Dans un scénario où on excéderait les 2 degrés en particulier. Même dans un scénario à 1,5 degré, 2 degrés, on a plusieurs régions du monde, et on le voit déjà aujourd'hui, on a plusieurs régions du monde qui vont être soumises à un grand nombre de jours avec des températures extrêmement dangereuses, en particulier en Asie du Sud-Est, et dans des régions extrêmement peuplées comme l'Inde, le Bangladesh. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous, on le voit à notre échelle en France déjà, une canicule, probablement des milliers de morts, voire plus, on ne sait pas encore. Les premiers chiffres, par exemple en juin, donnent plutôt donnent sur quelques jours, donc à consolider. Mais en tous les cas, à chaque fois, ces températures font au moins des centaines, voire des milliers de morts. Donc il faut avoir conscience de ça. Des inondations, c'est plutôt des dizaines de morts. Les températures extrêmes, c'est des centaines, des milliers de morts en plus. Donc, on estime que ces températures dangereuses pourraient se produire une très grande fraction de l'année. Alors, je vais quand même mettre un petit peu quelques relatives, on va dire, bonnes nouvelles. D'une part, depuis l'accord de Paris, mais depuis un petit peu avant aussi, il y a quand même un grand nombre de pays qui se sont dotés de politiques climatiques. Insuffisantes, mais quand même un certain nombre. Ça ne nous permet pas d'atteindre, en tout cas avec les politiques actuellement mises en place, la neutralité carbone en 2050. Les trajectoires bleues-violettes sont celles qui nous permettraient de l'atteindre, et on estime aujourd'hui qu'avec les trajectoires, avec les scénarios, avec les politiques implémentées actuellement, les émissions devraient stagner, voire se renforcer légèrement, et donc pas baisser comme il faudrait, comme le montre ce graphe. Néanmoins, nous permettrait d'éviter les scénarios les plus extrêmes. Je vais y revenir. La source la raison profonde de ça, c'est les prix c'est les coûts de l'énergie pour produire de l'électricité. Donc ça, c'est la révolution qui est en train de se produire. Elle est dans le domaine des énergies renouvelables, et les coûts des énergies renouvelables sont aujourd'hui bien plus bas pour des pays qui se dotent de systèmes de production d'électricité que d'autres installations. Donc ça, c'est un phénomène majeur, puisque ça va entraîner, donc ça entraîne des baisses de coûts, ça entraîne une attractivité des énergies renouvelables qui est extrêmement importante pour le futur.
Si on regarde, par exemple aussi la question dans certains pays, hein, alors certes, ce sont des pays des pays d'Europe là qui sont montrés. Bon, il y a les États-Unis quand même. On voit aussi un découplage entre l'évolution du PIB et de la et des émissions. Là, c'est des émissions, je pense, par habitant, avec des pays qui, sur des émissions territoriales, comme le Royaume-Uni, arrivent aujourd'hui à une baisse de 50% des émissions par rapport aux années 90, émissions territoriales, un peu moins si on regarde les émissions à la consommation, c'est-à-dire l'empreinte carbone, mais quand même la tendance est là. Donc il y a quand même des choses qui se produisent, et ça va pas du tout assez vite. Et aujourd'hui, ce graphe qui est un petit peu complexe nous montre comment on a estimé, avec les politiques implémentées jusqu'à aujourd'hui, les températures plausibles à la fin du siècle. Donc on partait, disons, dans les années 2010 avec plutôt l'idée que un scénario sans politique climatique nous mènerait à 4 degrés ou 3 degrés 5 ou voire plus. Hein, il y a toujours une fourchette d'incertitude entre. Aujourd'hui, on estime que les politiques mises en place nous amènent plutôt. Alors là, c'est une des figures. C'est une des estimations. Il y en a d'autres. Les estimations du dernier rapport de l'UNEP nous amènent plutôt à 2,8 degrés en termes de température globale, 2,8 degrés de réchauffement. Donc, en gros, quelles que soient les estimations, ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est au fait qu'on a quand même baissé ces températures, probables, à la fin du siècle, d'environ 1 degré. Mais il en reste encore au moins 1 à gagner si on veut avoir un monde qui nous permettra de nous adapter aux changements qu'on voit. Donc voilà, est-ce que c'est suffisant? Non, désolé, il va falloir continuer. Hein, c'est largement insuffisant, même si on a évité peut-être les scénarios les plus catastrophiques. On reste quand même sur du scénario entre 2,5 degrés et 3 degrés. Là encore, ce sont des estimations avec des incertitudes. Ça pourrait être plus, ça pourrait être aussi moins. Donc, les politiques climatiques doivent se poursuivre. Alors, je vais passer, hein, parce que voilà, on a très rapidement, on pourra en discuter si vous avez des questions. La question de savoir si on peut renverser le voilà, une fois qu'on a dépassé le 1,5 degré, on atteint un pic de réchauffement. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Donc ça, c'est une question qui va être, qui était déjà un petit peu développée dans le dernier cycle, mais qui, je pense, sera largement plus développée dans le rapport futur. La réponse est certainement que ça sera très difficile, mais il reste cela reste à établir avec l'ensemble des publications qui sont en cours aujourd'hui. En fait, le problème qu'on a, si on souhaite faire revenir les températures à des niveaux plus raisonnables, c'est que le système Terre, il risque de pas du tout être collaboratif dans cet effort-là. On risque de passer des points de bascule qui vont pas revenir avec ce qu'on appelle un hystérésis, hein, donc qui vont pas revenir simplement. On risque de perdre des éléments collaboratifs comme des puits de carbone, par exemple, par les feux de forêt, par un certain nombre de mécanismes. Et quand on les a perdus, ces écosystèmes, on les a perdus. Ils pourront plus nous aider dans le futur. Et puis, on a un problème de mise à l'échelle, de modèle économique, donc dans le monde socio-économique qui est énorme, quoi. Donc, ça reste encore des scénarios un petit peu de science-fiction. Mais on est obligé de les étudier parce que aujourd'hui, on sait que les températures vont dépasser les 1,5 degré et qu'il faudra éventuellement considérer ces trajectoires-là. Donc, quelques mots sur le GIEC lui-même. Donc là, je vais plus vous parler de science, mais parler d'un petit peu d'organisation, d'objectifs, etc. Quand on regarde le GIEC, donc il a été créé en 1988. C'est une
c'est un panel intergouvernemental, hein, donc ce sont les gouvernements qui sont représentés par leurs points focaux et puis d'autres membres de délégation qui décident des sujets des rapports. Hein, avec à tous les cycles, hein, les cycles sont des cycles de 7 ans, et le mandat du GIEC est vraiment de fournir des informations scientifiques sur le changement climatique, en fait scientifiques et techniques sur le changement climatique, pour aider, en fait pour apporter la matière scientifique aux décideurs public dans le monde. Donc on va voir que, on va voir les défis que ça représente, parce que les décisions sont prises à l'unanimité, hein, donc au consensus. Mais ce qu'on peut constater, c'est que jusqu'à maintenant, le GIEC a joué un rôle considérable en amont des grandes étapes, on va dire, de la Convention climat. Le protocole de Kyoto, la définition de 2 degrés comme à l'époque, hein, donc ça c'est Copenhague, comme une limite à ne pas dépasser, la reconnaissance, l'accord de Paris qui a été alimenté par le 5e cycle, le premier bilan mondial de l'accord de Paris, donc 5 ans après, qui a été alimenté par le 6e cycle, et le 7e cycle, j'ai mis un point d'interrogation parce que aujourd'hui il y a des débats sur la date de remise des rapports en relation avec le 2e bilan mondial qui aura lieu en 2028. Il se trouve que la date de remise des rapports coïncide à peu près ou un peu en amont, et ça donne lieu à des débats politiques, hein, soyons clairs. Donc voilà, le 6e rapport a produit 3 rapports classiques, on va dire, sur le changement climatique. Donc le rapport du groupe 1 sur la physique, les bases physiques, le rapport du groupe 2 sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité, et le rapport du groupe 3 sur l'atténuation, donc comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et quels sont les potentiels et les méthodes. Donc, il y a eu aussi des rapports spéciaux sur la cryosphère et les océans, sur l'utilisation, sur les sols et le changement climatique, et puis sur ce que signifie 1,5 degré de réchauffement. En termes d'organisation, les membres du bureau, moi je suis membre du bureau du GIEC, il y a le président du GIEC, Jim Ski, des vice-présidents, et puis les coprésidents des groupes de travail. Il y a 3 groupes de travail et une task force qui est très importante. Cette task force, en fait, sur les inventaires d'émissions, elle fournit les méthodologies de rapportage des émissions que les pays vont devoir utiliser pour rapporter leurs émissions de gaz à effet de serre auprès de la Convention des Nations Unies. Donc c'est évidemment il faut que ce soit, c'est très important d'avoir ces méthodologies uniformisées à travers les pays. Donc on a ces 4 blocs, le groupe 1, le groupe 2, 3 et la task force sur les inventaires. Les coprésidents et vice-présidents de chacun des groupes de travail sont des membres élus. Au total, on est environ 35 membres élus. On est élus par les pays. Les élections ont eu lieu au cours d'une session en 2023. Et on est élu pour 7 ans. Voilà, donc on essaye de conduire notre mission au mieux possible. Ça, c'est pour les organisateurs, on va dire. Et puis, il y a les auteurs, les rapporteurs, les experts qui eux font le travail scientifique, la rédaction des rapports. La rédaction des rapports, elle est faite donc par des auteurs qui ont été sélectionnés par les membres du bureau sur proposition des gouvernements.
Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les gouvernements nominent en quelque sorte des auteurs. Souvent, ça se fait par des appels internes, mais il y a des pays dans lesquels ça se fait pas par des appels internes. En France, ça se fait par un appel des ministères. Donc, quand il y a des rapports à faire ou des revues à faire, des drafts, des rapports, les ministères, vous allez voir le ministère de la Recherche, le ministère de l'écologie et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui vont faire un appel aux scientifiques. Pour faire les revues, pour être auteur, etc. Donc voilà, en France, ça se passe comme ça, mais non, ça se passe pas. C'est les pays qui décident la façon dont ça va faire, dont ça va être fait. Donc voilà, il y a ces trois niveaux, les gouvernements, le bureau, donc les gouvernements qui sont là et donc en plénière décident des sujets et approuvent les résumés pour décideurs, après discussion évidemment. Et puis les membres du bureau, nous on est un peu au milieu, et les auteurs, la communauté scientifique qui fait le boulot, quoi. Donc voilà, alors c'est une petite photo des co-chairs. Donc les trois groupes de travail et la task force représentés donc par nos collègues japonais et pakistanais à droite, et puis les différents membres les différents coprésidentes et coprésidents. Très important, donc nous on est aidé par un bureau. Le bureau, c'est en haut à gauche. Nous on a dans le groupe 1 7 vice-présidentes et vice-présidents qui représentent. Enfin c'est très comment dire, il y a des quotas, hein, donc des quotas régionaux. Donc c'est très important d'avoir une représentation régionale. Un rapport scientifique, aussi bon qu'il soit, ne peut être pris en compte par un pays que si le pays, enfin pas le pays, au moins la région est représentée. C'est vraiment tout à fait naturel d'avoir cette représentation dans des différentes régions du monde. Donc on a des vice-présidentes et vice-présidents qui sont très actifs et qui nous aident beaucoup à conduire les travaux. Et puis aussi on a une équipe de support technique qui est répartie entre le plateau de Saclay et Pékin, qui nous aide énormément à conduire les travaux d'un point de vue scientifique et technique. C'est pas seulement technique, hein, donc les opérations, l'organisation des événements, le scheduling, etc. Tout ça prend beaucoup de temps. Juste pour terminer, peut-être, c'est de dire qu'il y a une règle numéro 1 dans le GIEC, c'est le consensus. Pas toujours facile, hein, dans un monde aussi fracturé qu'aujourd'hui, d'avoir le consensus. Là, ce sont des photos qui ont été tirées de la session où on a approuvé les sommaires des rapports, donc les sujets en fait qui vont figurer dans les rapports. Cette session, elle a eu lieu à Hangzhou, en Chine. Et donc là, vous voyez, donc on récoltait un petit peu on fait parler l'ensemble des gouvernements. On ouvre la discussion après une présentation d'une première version. On ouvre la discussion. Les gouvernements veulent ceci, ne veulent pas cela, etc., etc. Après, on revient avec une version révisée. Et on a encore des remarques, et là on est en train de prendre ces remarques et de faire des corrections un peu en live, parce que on n'a plus beaucoup de temps et on doit avancer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces séances plénières, l'ennemi c'est le nombre de prises de parole. Hein. On n'a pas le droit, on ne peut pas couper les gens. Hein. C'est donc on doit présenter les sujets, parler de façon claire et concise quand on est sur le podium. Sinon, on se risque à une demande de parole de 40 pays. Et là, on en prend pour 2 heures. Donc ça, c'est vraiment le gros problème, enfin la difficulté du job, je dirais. C'est de parler de façon claire et précise, sans ambiguïté, quand on est au podium. Voilà. Parfois, il y a des sujets qui sont en débat et on n'arrive pas à un consensus. Alors, on provoque ce qu'on appelle un huddle. C'est une réunion en petits groupes. Là, vous voyez, une réunion de discussion, c'était sur le titre.
du chapitre 8 sur les points de bascule. Voilà, il y avait des pays qui voulaient absolument que le mot point de bascule figure dans le titre et d'autres qui voulaient absolument qu'il ne figure pas dans le titre du chapitre 8. Donc on a approuvé un titre qui contient le mot point de bascule, mais qui contient aussi beaucoup d'autres choses. Et ça a été le fruit d'une négociation avec les pays, entre les scientifiques et les représentants des gouvernements. Vient le temps du marteau où on essaye de faire le point final de ces discussions et d'approuver le plan du rapport. Il nous restera à faire pareil en 2028 avec le rapport complet et le résumé pour décideurs. Je pense que la tâche ne sera pas facile du tout. Voilà, on arrive avec un. Bon, je vais pas m'étendre. Je vais peut-être plutôt vous laisser sur cette image d'un glacier mourant qui me fait toujours mal au cœur de voir tous ces glaciers disparaître et qui dit, c'est une phrase du 6e rapport de synthèse qui dit que les choix et les actions de cette décennie auront des conséquences pour des milliers d'années. C'est vraiment cette responsabilité historique, elle est très importante. Ces glaciers, ils vont pas revenir avant 100 ans, 1000 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. J'imagine qu'il va y avoir plein de questions.